Salut! Nous reprenons la suite concernant le transformateur. Dans cet épisode, nous allons voir trois sujets. On va revenir sur l'induction mutuelle. Nous allons parler du rapport de transformation et du reflet des impédances. A tout de suite! On va parler de transformateur idéal et de transformateur réel. Transfo idéal versus transformateur réel. Alors, un transformateur idéal, il est symbolisé de la façon suivante. Il est symbolisé sous la forme de deux selfs, L1, L2. Et on a vu, dans les épisodes qui ont précédé, que si on venait alimenter ici le transformateur avec un générateur de courant, en sortie, on obtenait une tension U2. En entrée, forcément, on a une tension U1, et que la tension U2 était égale à M de I1 sur dt, M étant ici l'induction mutuelle. L'induction mutuelle. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. On va aller tout de suite au labo et on va regarder ça directement sur une manip que j'ai préparée. Ce qui est représenté ici à l'écran, c'est deux self-inductions suffisamment proches l'une de l'autre pour subir ce phénomène, enfin suffisamment sensiblement, ce phénomène d'induction mutuelle. Ici, on a donc un inducteur qui est parcouru avec un générateur de courant alternatif, ce qui fait que ici on voit une ligne de champ, on va dire des lignes de champ et un flux variable qui va rentrer dans cette deuxième bobine qui est ici, là, ce que vous voyez là, et qui va donc, à l'intérieur de ça, induire une tension qui va varier. Alors pour pouvoir visualiser ce phénomène, j'ai construit ici, sur une plaque au vert, là, pour qu'on puisse bénéficier de la transparence, en fait, j'ai construit un système comme ça, très simple, dans lequel il y a une bobine variable qui peut se rapprocher, en fait, de l'inducteur. Donc l'induit est variable. J'ai mis ici un petit bout de scotch vert, ce qui va nous permettre de voir les lignes de champ à l'intérieur de la bobine. Hein, d'accord ? Bon, c'est des bobines, j'ai pas trop compté le nombre de tours, quoi qu'il en soit. Donc si on pose ça là-dessus, on voit bien que si on fait varier la distance, on fait varier le nombre de lignes de champ à l'intérieur de l'induit, par rapport à l'inducteur qui lui reste évidemment fixe. Alors je vais raccorder ça à un générateur, et ça je vais le raccorder à un oscilloscope, et on va mesurer les deux tensions, et on va regarder ce qui se passe à partir du moment où on ne change pas bien sûr la tension ici à l'entrée. Alors il y a deux choses que l'on ne va pas changer là-dedans. La première, c'est le nombre de tours de chaque bobine qui sont fixes, et on ne va pas changer la tension ici sur l'inducteur qui est là. On va simplement faire bouger cette bobine et on va regarder ce qui se passe. Donc je vais brancher directement un générateur. Alors ce que l'on voit là, c'est cette trace-là en fait, cette trace bleue qui est avec l'oscilloscope USB, que je relève avec cette sonde de scope qui est ici. C'est la tension qui est aux bornes de l'inducteur, d'accord ? Et ce que je viens mesurer ici, sur la trace rouge, c'est aux bornes de l'induit. Alors évidemment, si on observe à l'intérieur de la bobine, puisque j'ai pris le soin de mettre un feutre, un scotch vert, on constate que les lignes de champ à l'intérieur de cette bobine sont très espacées et qu'il y a énormément de fuites qui sortent. On peut imaginer qu'il y a énormément de fuites. Évidemment, ça ne représente pas les vraies lignes de champ, hein, mais enfin, ça donne une idée. On voit bien que là-dedans, les lignes sont écartées et qu'en conséquence de quoi, la tension qui est ici, forcément, est plus faible. Il est bien évident que si je rapproche cette bobine maintenant, comme cela, plus proche de l'inducteur, on voit bien que j'ai fait monter la tension au point que je suis obligé de changer de calibre. Et là, on voit que quand elle est très proche, finalement, j'ai pas loin de 122 millivolts environ. Donc je passais de 4 millivolts quand la bobine était ici et à 122 millivolts. Ça, c'est simplement lié au fait que si maintenant on regarde ce qu'il y a dans la bobine, et bien forcément, dans cette bobine, il y a beaucoup plus de lignes de champ. Alors il y a plusieurs moyens d'augmenter ce couplage. Évidemment, ce que l'on peut constater ici, c'est que ce qui a fait varier la tension aux bornes de ce transformateur élémentaire, ça n'est pas le nombre de tours, puisqu'on n'a pas changé le nombre de tours, c'est simplement ce que l'on fait varier ici, c'est le couplage. Autre moyen d'augmenter ce couplage, c'est d'introduire un noyau magnétique. Alors ici, j'ai extrait du noyau d'un transformateur, si vous voulez, le contenu avec des lamelles, et on va voir que, typiquement ici, quand la bobine est sur cette position, j'ai environ, on va dire, 7 millivolts. D'accord ? Avec une phase qui est à 0 degré. D'accord ? On n'a pas changé la fréquence, je ne change pas la tension qui est ici.
Si j'introduis ce noyau à l'intérieur du transformateur, de ce transformateur élémentaire, qui sont finalement deux circuits couplés, si j'introduis ça à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? On va voir tout de suite. Je vais introduire ça là-dedans. Voilà. La tension monte, sans pour autant qu'on change les positions des bobines. Donc dans un transformateur, ce qui conditionne le rapport entre la tension d'entrée et la tension de sortie, c'est certes le nombre de tours, mais c'est aussi la nature du couplage. Le fait d'avoir introduit un matériau ici qui n'est pas l'air a augmenté l'induction mutuelle entre les deux bobines. Et on va voir tout ça tout de suite au tableau. Alors, de retour du laboratoire, quelles conclusions pouvons-nous tirer? On peut constater que la tension qui est en sortie ici, puisque là on n'a pas tiré de courant, on va considérer que le courant ici, I2, dans un premier temps, est égal à 0, on n'a pas de courant. On peut constater que le rapport des tensions, il est lié certes aux valeurs des deux selfs L1 L2, mais il est surtout lié au couplage, c'est-à-dire à l'induction mutuelle ici. Alors, cette induction mutuelle M, ici, est réversible. Je ne vais pas vous faire la démonstration pour vous expliquer pourquoi ce M est identique, que l'on regarde, que l'on ait fait l'expérience, on va dire, à partir du primaire vers le secondaire, ou du secondaire vers le primaire, on obtient la même valeur d'induction mutuelle. Quoi qu'il en soit, la tension qui est obtenue en sortie est en fait conditionnée par cette induction, c'est-à-dire par le couplage que l'on va avoir entre ces deux bobines. Et on a vu, quand le couplage est très lâche, on a une tension plus faible, et quand le couplage, évidemment, on pourrait imaginer, est parfait, on obtiendrait une tension plus élevée. Alors il faut savoir que la condition de ce couplage s'exprime de la façon suivante. M, je vais écrire ici induction mutuelle. Alors l'induction mutuelle, il faut faire gaffe parce qu'elle est exprimée par grand M est égal à K racine carrée de L1, L2. Voilà ce que c'est que cette valeur-là. Et donc on voit bien qu'elle est exprimée en Henry avec un facteur K. Le K qui est ici, il correspond en fait à la nature du couplage. Quand le couplage est absolument parfait, ce qui n'arrive jamais dans la nature. Dans ces cas-là, le K est égal à 1, c'est-à-dire que si K égale 1, ça veut dire qu'on a 100% de couplage. 100% de couplage, c'est inatteignable même avec les meilleurs matériaux ferromagnétiques. On va maintenant s'intéresser au rapport de transformation. Ici. Là, on a parlé d'induction mutuelle, maintenant on va parler de rapport de transformation. Alors le rapport de transformation, c'est le rapport qui est exprimé entre la tension d'entrée et la tension de sortie, c'est-à-dire ici entre U1 et U2. Alors typiquement, c'est-à-dire tension de sortie sur tension d'entrée, et là, le rapport de transformation s'exprime, c'est là qu'il faut faire attention, il s'exprime en général avec une lettre qui est sans dimension, qui est petit m. Je vais écrire comme ça. Il ne faut pas confondre le rapport de transformation et l'induction mutuelle. Alors l'idée, c'est d'arriver à simuler ça, c'est-à-dire à rendre compte sur un simulateur d'un modèle qui nous amènera progressivement vers ce que l'on appelle un transformateur réel, et on va progressivement introduire des éléments parasites, parce que évidemment, quand on inscrit ça au tableau, ça correspond à un transformateur absolument parfait, idéal, qui est bien d'ailleurs pour comprendre le fonctionnement. Alors, le rapport de transformation, on vous enseigne souvent, et on réduit souvent d'ailleurs le transformateur, à son simple rapport de transformation comme étant le rapport du nombre de tours du primaire et du secondaire. Alors il faut savoir que ce rapport de transformation qui parle du nombre de tours est une approximation qui ne fonctionne que dans un cas, enfin dans deux cas, c'est si l'induction mutuelle est égale à racine carrée de L1, L2, c'est-à-dire en d'autres termes, si le K est égal à 1, c'est-à-dire que si on a 100% d'induction mutuelle entre le primaire et le secondaire, qu'est-ce que ça veut dire ça de manière pratique? Ça veut dire que comme on l'a vu tout à l'heure, ligne de champ, comme ça, on fait le flux, on n'a absolument aucun flux qui va sortir du transformateur d'une manière ou d'une autre. Égale 0. Donc ça veut dire que le rapport de transformation, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de fuite. Alors dès lors qu'il n'y a pas de fuite,
qu'est-ce qu'on peut écrire? Et qu'est-ce que l'on a appris dans les épisodes précédents? On a appris que les tensions qui sont ici, elles sont égales, on peut les écrire comme étant U1 est égal au nombre de tours, ici, hein, on va dire N1, et N2 au secondaire, on va dire N2 ici, N1 là. Elle est égale à N1, dérivée du flux par rapport au temps, et U2 est égal au nombre de tours d de phi sur dt. Alors, si on avait des flux différents, ce qui est le cas quand on a des fuites, c'est-à-dire que le flux du secondaire n'égale pas le flux du primaire, puisqu'il y a du flux magnétique qui est parti et qui n'est pas resté dans le noyau du transformateur. Néanmoins, si on considère qu'on est sur un transformateur idéal, et que le flux du primaire, est égal au flux du secondaire, égal phi, égal, implique pas de fuite, dans ces conditions, là, U1 est égal à N1 d de phi primaire sur d de phi secondaire, mais comme le flux du primaire égale le flux du secondaire, dans ce modèle idéal, les équations se simplifient, ici. Si on fait U2 sur U1, les équations ici se simplifient de manière considérable et on peut retirer à ce moment-là ça et ça. Et évidemment, dans ces cas-là, on peut écrire que N2 sur N1 est égal au rapport de transformation M. Alors évidemment, quand on a écrit ces formules-là, c'est-à-dire N2 sur N1 égale le rapport de transformation égale M, ça introduit bien sûr un certain nombre de présupposés qui ne sont valables que sur un transformateur dit idéal. Il est évident que si on a un rapport de transformation qui est égal à M ici et que l'on considère le nombre de tours comme étant pertinent pour expliquer le rapport de transformation, ça suppose évidemment qu'on n'a pas de fuite. Ça suppose qu'on n'a pas de fuite et ça suppose également qu'on n'a rigoureusement aucun autre type de perte sur ce transformateur, que ce soit des pertes par effet Joule, puisque ça, ici, il y a des résistances à l'intérieur, ou que l'on perde de l'énergie magnétique, ce qu'on n'a pas encore vu, à la fois par les phénomènes d'hystérésis et d'autre part par les phénomènes de courant de Foucault, ce qu'on verra dans une vidéo future. Alors ce qu'on va faire, je vais effacer ça maintenant, et on va s'occuper de parler d'impédance, ici, et de reflet d'impédance. Alors un transformateur, par sa nature même, intrinsèque, reflète une impédance au primaire par rapport à celle qui est branchée au secondaire, et c'est le principe de toutes les adaptations d'impédance qui sont utilisées dans les amplifications à tube et dans les technologies à tube. Alors ce que je vais faire, je vais effacer ça et on va mettre des tours fictifs pour expliquer à la fois le rapport de transformation et le phénomène de conservation de l'énergie. Maintenant, on va imaginer un transformateur fictif, toujours composé de deux selfs, L1, L2. À ceci près, c'est que l'on va maintenant y mettre des nombres de tours. Alors pour la facilité des calculs, on va considérer qu'on a 100 tours au primaire, et on a 10 tours au secondaire. Ce qui veut dire que N1 est égal à 10 tours, et N1 est égal à 100 tours, pardon, et N2 est égal à 10 tours. On va imaginer qu'on alimente ce transformateur, pour l'instant, avec un générateur alternatif parfait, et on verra que ça n'est pas le cas dans la réalité et que ça a une conséquence. Et on viendra lui raccorder une résistance ici de 10 ohms. Alors là-dessus, on a un générateur alternatif parfait et une résistance de 10 ohms au secondaire du transformateur. On va imaginer que ce générateur ici délivre 100 volts. La question c'est, qu'est-ce que l'on a ici en U2? Sachant que U1 est égal à 100 volts. Alors là, c'est très très facile. On peut faire ça de tête, puisqu'on sait que le rapport de transformation, c'est M est égal à 10 tours au secondaire divisé par 100 tours au primaire. Ça nous donne donc un rapport de transformation de 0,1. En conséquence de quoi, qu'est-ce que la tension U2? La tension U2, ça n'est ni plus ni moins que la tension du primaire multipliée par le rapport de transformation ici de 0,1. C'est-à-dire U2 est égal, U2 est égal à U1 multiplié par M. D'accord? Donc, facile. U1 100 volts que multiplie 0,1. Ici, on s'attend évidemment à avoir 10 volts. Voilà. U2 égale 10 volts.
Il n'y a pas besoin de faire tous ces calculs pour arriver à ça. Si maintenant on fait le courant, si on essaye de calculer le courant ici en sortie, qui va donc venir alimenter cette résistance, le courant c'est U2 divisé par R. Ça va nous donner I2. I2 égale U2 divisé par R. Et ça, c'est facile, c'est égal à 10 volts divisé par 10 ohms. En conséquence, ça va nous faire 1 ampère. Donc ici, au secondaire de ce transformateur, on va ici avoir 1 ampère. En termes de bilan de puissance, et comme on considère que pour l'heure, on est sur un transformateur idéal, en termes de bilan de puissance, et comme on est sur une résistance, et comme on l'a vu, une résistance ne déphase pas le courant et la tension, on a le droit d'écrire que la puissance au secondaire, c'est égal à 10 volts que multiplie 1 ampère, ça nous fait 10 watts. Alors dans la mesure où ici on est sur des tensions alternatives, en toute rigueur, sur un transformateur, on n'exprime pas les puissances en sortie en watts, mais on les exprime en voltampères parce que ça tient compte, en principe, de la différence de phase entre le courant et la tension. C'est pour ça que ça s'exprime en voltampères. On devrait faire normalement P égale UI cosinus phi, mais on va négliger le cosinus phi puisqu'on est sur un transformateur parfait. Quoi qu'il en soit, ce transformateur, il délivre sur cette charge 10 watts. Question que l'on peut se poser, quel est le courant maintenant I1 qui est injecté dans le transformateur? C'est un peu pareil. C'est un petit peu pareil ce qu'on va faire là. Il y a un principe en physique qui veut qu'il n'y ait jamais de création d'énergie. La seule chose que l'on peut faire avec l'énergie, c'est la transformer. Paradoxe de l'énergie, pour avoir de l'énergie, il faut déjà en avoir. On ne peut que la transformer. Dans un transformateur réel, en fait, il va y avoir des pertes calorifiques, magnétiques, et tout ce que l'on veut, courant de Foucault, etc. Là, on est sur un transformateur parfait. Donc, on peut considérer que le courant qui rentre ici, il est égal au courant de sortie divisé par le rapport de transformation. Par multiplié par le rapport de transformation. C'est-à-dire que c'est égal à I2 que multiplie le rapport de transformation. Donc ici, I2, on a vu que c'était 1 ampère, multiplié par 0,1, I1 est égal à 0,1 ampère. Alors, si on écrit ça, on peut calculer la puissance à l'entrée, enfin l'énergie consommée par ce transformateur en entrée. Et cette énergie, dans ces cas-là, elle est simplement de 100 volts, c'est-à-dire P au primaire, c'est égal à U1 multiplié par I1, c'est-à-dire c'est égal à 100 volts multiplié par 0,1 ampère, et c'est égal à 10 watts. Alors ça marche parce que le transfo est parfait. Parce qu'on voit bien qu'entre l'entrée et la sortie, on a exactement la même puissance. Donc le rendement, dans ces cas-là, est de 100%. Bon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais bon, pour ce qui nous occupe, pour l'instant, on est sur quelque chose de parfait. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire, qu'est-ce que ce générateur qui est ici, là, alternatif, qu'est-ce que ce générateur ici voit en termes d'impédance présentée à ces bornes? On va imaginer qu'on regarde le transformateur vu d'ici. On vient regarder ici. Qu'est-ce que ce générateur voit comme impédance? Fort de ces calculs qu'on a faits qui sont pour l'instant parfaitement théoriques. L'impédance ici, Z, vu d'ici, elle est égale à la tension de 100 volts, c'est-à-dire elle est égale à U1 divisé par I1. Or, U1, on l'a calculé, enfin on l'a imposé plutôt, c'est égal à 100 volts, divisé par 0,1 ampère, ça nous fait 1000 ohms. Alors ce que l'on voit déjà, c'est qu'en ayant appliqué une charge de 10 ohms sur un rapport de transformation de 10, ce que nous avons, c'est une impédance reflétée au primaire de l'ordre de 1000 ohms. Même pas de l'ordre, de 1000 ohms. Ça, c'est simplement lié au principe de conservation énergétique entre le secondaire et le primaire. Parce que si on a abaissé la tension,
on a augmenté le courant au secondaire et par voie de conséquence, par principe de réversibilité, on a aussi diminué le courant au primaire. C'est ce qu'on retrouvait ici, c'est-à-dire les 10 watts qui sont là et là sont équivalents. Mais ça a pour effet, vis-à-vis du générateur qui est de l'autre côté, de nous présenter une impédance de 1000 ohms. C'est tout le principe de l'adaptation d'impédance que l'on a dans les amplis à tubes. Parce qu'on pourrait imaginer que ce générateur ici soit par exemple une triode ou quoi que ce soit. On voit qu'en étant parti d'une résistance faible, on obtient une impédance importante au primaire. Quand on dit un transformateur a une impédance de 5000 ohms par exemple, il faut savoir que c'est un abus de langage. Un transformateur n'a pas d'impédance reflétée à ses bornes en entrée. Naturellement, cette impédance qui est reflétée va dépendre de la charge qui est présente à son secondaire. En conséquence de quoi, parler de 5000 ohms d'impédance sur un transformateur, en fait, c'est renvoyer implicitement à son rapport de transformation. Typiquement, si vous avez un transformateur qui est donné pour 5000 ohms sur 8 ohms, si vous lui mettez une résistance de 16 ohms à la sortie, il reflètera au primaire 10 000 ohms. Et inversement, si vous lui mettez une résistance de 4 ohms, c'est ce que j'avais fait sur le petit ampli qu'on avait fait avec un transfo de restauration de radio. On était censé charger le L84 avec 3500 ohms. J'y ai mis moi de mon côté un transformateur de 7000 ohms que j'ai chargé avec 4 ohms, ce qui a reflété 3500 ohms au primaire. Donc voilà pour ce qui est du rapport de transformation et de l'impédance. Je vous propose de nous arrêter là pour cet épisode. Historiquement, j'avais fait un épisode d'une 50aine de minutes qui comprenait, entre autres choses, la façon de mesurer l'inductance mutuelle à partir des équations fondamentales du transformateur et d'être capable de rédiger une directive de simulation sur LTSpice, ce qui sera une première étape pour nous permettre de regarder les comportements théoriques des transformateurs en fonction des charges à la fois appliquées au secondaire, mais aussi des impédances présentées au primaire. Nous ferons donc ça dans les prochaines vidéos. Je vais donc les mettre en ligne assez rapidement puisque cette partie est d'ores et déjà, enfin la seconde partie de cet épisode, est d'ores et déjà tournée. Concernant l'introduction de matériaux ferromagnétiques qui ont pour effet d'introduire dans les transformateurs des éléments non linéaires et donc de provoquer de la distorsion, elles feront l'objet d'une vidéo à part qui sera l'avant-dernière vidéo. Ensuite, nous parlerons du comportement du transformateur en fonction de la fréquence. Salut et à bientôt sur les ondes.